Bonjour et bonsoir à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 7ème Illusion. Je suis Joe, et pour traiter du film rétro Coraline, ressorti en salle récemment, je m'accompagne de Nightmare Bonjour. et d'Hugo. Salut, salut. Coraline, sorti en 2009, réalisé par Henri Selick et produit par les studios Laika, est un film qui nous a marqué, un film qui ressort en salle en 3D, et maintenant voici le synopsis du film. Coraline Jones est une fillette intrépide et douée d'une curiosité sans limite. Ses parents, qui ont tout juste emménagé avec elle dans une étrange maison, n'ont guère de temps à lui consacrer. Pour tromper son ennui, Coraline décide donc de jouer les exploratrices, ouvrant une porte condamnée. Elle pénètre dans un appartement identique au sien, mais où tout est différent. Dans cet autre monde, chaque chose lui paraît plus belle, plus colorée, plus attrayante. Déjà, Nightmare, toi qui as un rapport particulier au film, est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors, personnellement, je suis extrêmement fan du travail d'Henri Selick, c'est-à-dire que c'est les 5 films qu'il a réalisés durant toute sa carrière, il n'y en a pas un seul que je n'adore pas ou qui ne me fascine pas, hein, même les plus obscurs, genre Monkey Bone, que beaucoup de gens ne connaissent pas dans la carrière d'Henri Selick. C'est un film qui me fascine de par sa bizarrerie. Et si ça vous intéresse, j'ai déjà traité ce film en podcast avec notre ami Jules Melon sur sa chaîne. Et ouais, Henri Selick, il a tellement un univers fou, un univers créatif qui me transporte à chaque fois. Et Coraline, c'est probablement un de ses films les plus aboutis en ce qui me concerne. C'est pas mon film préféré parce que j'aurais toujours cette attirance, cette préférence pour L'étrange de Monsieur Jack qui sera toujours ce film de cœur. Mais je pense que si je devais essayer d'être un tout petit peu plus objective en laissant les sentiments de côté, Coraline, c'est probablement son film le plus abouti. Et toi, Hugo, pour revenir en bref dessus? J'ai découvert Coraline avec sa ressortie en salle parce que c'est un film que voilà je suis passé à côté comme finalement beaucoup de films d'Henri Selick. Je me souviens d'un Wendell et Wild sorti il y a quelques années maintenant sur Netflix, mais en dehors de ça et bien évidemment L'étrange Noël de Monsieur Jack, j'ai pas un rapport très intime avec ce cinéaste. Pour autant, c'est quelqu'un dont j'apprécie le travail parce qu'il est l'un des grands défenseurs de la technique d'animation du stop motion et que c'est aussi l'un de ses plus fiers artisans. Donc il y a toujours une sorte de, comment dire, de surprise face à ces films, puisque c'est un procédé plastique qui se fait encore beaucoup trop rare, et c'est toujours passionnant de voir comment sont conçus de tels films de façon plus ou moins artisanale, surtout avec le studio Laika. Donc ouais, c'était un vrai plaisir de découvrir Coraline comme ça, d'autant plus dans une salle de cinéma avec une version remasterisée. Mais ouais, en dehors de ça, oui, effectivement, mon rapport à Sidic est un peu minime par rapport à celui de Nightmare. Et pour revenir en bref dessus, c'est un film que j'ai découvert il y a 7 ans de là, Coraline, au lycée, lors d'une soirée, et j'en ai un souvenir assez terrifiant par moments de ce film kafkaïen pour enfants, nous racontant vraiment un récit que tout le monde connaît. Et le récit, non, mais qui est le récit d'Alice au Pays des Merveilles, dans ce côté plus étranger de Monsieur Jack. Comme à chaque fois avec Henri Selick, on parle de quasiment de maladie mentale et de personnages qui sont un reflet grossissant du monde réel. C'est un cinéaste qui est passionnant, un cinéaste fou, et évidemment que je suis parti le voir en 3D quand il est ressorti en salle ce week-end. Déjà, moi, je trouve que ce qu'il y a de fascinant dans Coraline, hormis son aspect technique, c'est effectivement, tu l'as dit, son rapport au conte. On a évidemment un lien très fort avec le Alice au Pays des Merveilles, qui est peut-être aussi un meilleur film que le Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, parce que effectivement, c'est souvent deux cinéastes qu'on va comparer, parce que Burton avait pris les rênes, on peut dire ça comme ça, en tant que producteur de L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais
il y a finalement tout un aspect au conte dans Coraline qui est vraiment super captivant, un mélange de Lewis Carroll et de d'Andersen qui mélange donc Hansel et Gretel et plein d'autres contes de ce style, et on se retrouve du coup avec une narration sous forme de fable ou de conte aussi, qui rappelle effectivement plein de récits qu'on connaît déjà. Et je trouve ça assez fascinant, ce jeu d'écriture, parce que derrière, il y a donc un autre scénariste que Henry Selick, dont je n'ai plus le nom. C'est Neil Gaiman, effectivement. Neil Gaiman, qui lui aussi est auteur de contes, en dehors de sa mission de scénariste. Et je trouve ça vraiment fascinant de voir à quel point Selick s'est ici approprié le conte de fées. Parce qu'il y a littéralement une fée, si on prend la définition celtique de la fée, ce monstre repoussant et un peu vicieux, et ben effectivement on a un peu tout ça là-dedans, et c'est quelque chose qui est assez fascinant de voir comment il mélange plein d'inspirations là-dedans. Et je vais revenir là-dessus. En fait, Neil Gaiman n'est pas co-scénariste de Coraline, contrairement à ce que tu penses sur Letterboxd. Ah ouais? Parce que pour le coup Neil j'avais lu des Gaiman articles est dessus. l'auteur du livre Coraline, du conte, qui a été écrit en même temps qu'il a été fait en film. Ok. Donc le support de base vient de Neil Gaiman, mais il n'est pas scénariste, il est original writer, donc c'est-à-dire qu'il a écrit l'histoire. Et le pacte a été, Selick fait le film, Neil Gaiman écrit le livre, et les deux œuvres en sont complètement différentes. C'est ce qui s'est passé avec 2001, où Kubrick et Clarke ont écrit le film et le livre quasi simultanément, l'un posant toutes les questions, l'autre ayant toutes les réponses. Ouais, ok, bah pour le coup, c'est moi qui ai fait cette erreur, mais ça montre quand même qu'il y a cette intention de vouloir se rapprocher du conte et de sa narration dans le dispositif de Coraline. Et pour revenir sur Alice au Pays des Merveilles, effectivement, on reprend quelques éléments importants de la trame, que ce soit les petites souris qu'on peut voir comme le lapin blanc, comme on peut voir cette espèce de porte qui mène vers un espèce de terrier, encore une fois c'est Alice, et puis bien sûr ce chat qui se met à parler. Il y a plein de choses qui ressemblent à Alice au Pays des Merveilles, tout comme il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent rappeler l'univers de Tim Burton, lui aussi grand attaché aux contes de fées. On pense notamment à cette main qui se balade, qui peut être un peu la main à la fois de Mercredi dans sa série récente, mais qui peut aussi être les griffes d'Edouard, parce que c'est une main voilà métallique qui découpe. Il y a effectivement cette petite porte dans le mur que j'ai déjà citée, qui peuvent rappeler aussi cette porte dessinée sur un mur en briques dans Beetlejuice. Il y a finalement plein de choses qui peuvent rapprocher encore une fois, et je trouve ça bien malheureux, Coraline, de l'œuvre de Tim Burton, parce que on a l'impression que après avoir fait l'étrange Noël de Monsieur Jack, Selick prend beaucoup de temps pour faire Coraline, mais il prend aussi beaucoup de temps pour se défaire potentiellement des influences de Tim Burton qui, pour moi, restent énormément nombreuses dans ce film-là. Et je suis pas en accord avec toi sur la ref à Beetlejuice. Parce que cette porte dessinée sur un mur en briques, c'est une autre adaptation d'Alice au Pays des Merveilles qui s'appelle Le Labyrinthe de Pan. C'est vrai aussi, mais Qui mène aussi à une séquence de banquet. oui, non, mais c'est vrai aussi, mais il y a quand même ce rappel visuel, si on peut dire, de cette porte en briques, avec un mur en briques derrière plutôt, qu'on vient dessiner, en l'occurrence dans Coraline, qu'on vient déchirer sur le mur, parce qu'elle est recouverte d'abord de papier peint. Donc il y a peut-être aussi une double référence, ou peut-être même qu'il n'y a pas de référence du tout, mais ça montre que inconsciemment Burton est là quelque part en fait, et je trouve ça à la fois assez admirable parce que Selick a un univers visuel et une direction artistique qui rappelle évidemment celle de Burton. Tous les deux sont dans un registre assez macabre et l'ont été durant toute leur filmographie, mais pour autant effectivement il y a cette différence là qui existe, et je trouve ça vraiment passionnant. Et Nightmare? Je suis personnellement pas d'accord avec cette idée de référencer le travail de Burton. On sent vraiment que Henry Selick il s'en est détaché. Alors oui, on peut y voir éventuellement des clins d'œil en fonction de à quel point on peut interpréter les choses, mais pour moi ça reste vraiment de l'interprétation. Je vois pas vraiment ça comme quelque chose de concret, au sens où vraiment il y a un univers très particulier qu'on retrouverait pas spécifiquement dans des films de Burton. Peut-être certains aussi comme Édouard aux mains d'argent,
Mais même ne serait-ce que par exemple le traitement de protagoniste, elle a absolument rien de burtonien. C'est une corrélation dont t'as fait référence et assez superficielle en ce qui me concerne. Pour moi, il y a vraiment genre deux styles d'écriture différents. Et personnellement, j'aime beaucoup le traitement d'écriture autour du personnage de Coraline parce que c'est véritablement une protagoniste d'enfant un peu délaissé et qui est parfaitement écrit dans cet équilibre entre personnage personnage qui fait tout pour se sentir exister et personnage insupportable. On est vraiment sur un jeu d'équilibre qui joue parfaitement sur à quel point on peut éviter de dire que Coraline est une garce absolument détestable. Ouais, bah pour le coup, je rebondis quand même là-dessus, mais pour moi, il y a quand même une influence plastique indéniable de Burton derrière, même dans des thématiques. On est dans une maison de banlieue d'une jeune fille qui a quitté une grande ville pour se retrouver dans la banlieue proche d'une petite autre, qui habite dans, je crois, le Pink Palace ou quelque chose en Oui, le Pink référence comme Palace. ça. Et voilà, le Pink Palace, donc un mur rose, un mur de couleur pastel. On retrouve également ça dans Édouard aux mains d'argent. C'est aussi une autre influence burtonienne. Et puis sur la façon dont est écrit le film, dans la façon dont c'est narré, il y a encore une fois, comme chez Burton, cette idée du conte macabre. Bien sûr, les noces funèbres, on pense aussi à Frankenweenie. D'ailleurs, c'est marrant, mais Coraline a plus d'influence burtonienne au niveau des films d'animation de Tim Burton que de sa filmographie plus large. Mais pour le coup, c'est assez indéniable que le cinéaste reste là, même dans sa façon de traiter le personnage de Coraline, qui est cette jeune fille absolument délaissée, seule, dont les parents finalement ne l'écoutent pas vraiment, quand bien même ils sont là. Et d'ailleurs, ça va être là tout l'enjeu du film. Hein, c'est un peu cette reconnexion entre parents et enfants. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent chez Burton. On pense à Miss Peregrine avec justement ses enfants orphelins. On pense aussi à Frankenweenie aussi d'une certaine manière. Un film qui revient souvent depuis que je cite Burton tout à l'heure. Mais bref, il y a plein d'idées, d'inspiration. Maintenant, je vois pas forcément ça comme quelque chose de négatif concernant ce rapport à Burton. Non, mais évidemment, mais je vais rebondir là-dessus. Coraline est un film burtonien. Il est Ah oui, beaucoup oui. plus burtonien que L'étrange Noël de Monsieur Jack Nollet. Parce que Et qu'est-ce il est que peut-être c'est? même beaucoup plus burtonien que les derniers Burton. Je suis pas forcément d'accord avec toi parce que c'est un cinéaste qui me passionne. Mais quand on prend Coraline, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui parle de l'uniformité de la banlieue. C'est un thème de Tim Burton. C'est un film expressionniste, comme Tim Burton. C'est un film qui est kafkaïen où l'institution devient un monde en soi et devient quasi un personnage dévoreur. Tout à Plus fait. parlant de métamorphose, c'est un film qui est passionnant sur tous les points. Et oui, il est héritier de Burton. Et si on parle de Nightmare, de pattes entre personnages victimes et personnages insupportables, Coraline devient limite sa propre poupée qui est dans le film. Et évidemment, on va penser à Pinocchio et à ce conte d'enfant quasi insupportable qui cherche une humanité. Là, Coraline cherche une artificialité. Elle cherche toujours un moment de se dépasser et de se démarquer des autres par ses gants, par son style graphique, par ses cheveux bleus. C'est quasi une poupée qui veut devenir un enfant, mais de l'autre côté. Elle veut devenir quelque chose qui sorte absolument de la masse, jamais vouloir se ranger. Et comme cette poupée insupportable de Pinocchio, c'est elle qui va finir par devenir un jouet. Pour enfin se confronter à l'humanité. Ouais, ou c'est juste une emo girl, hein. C'est plus simple aussi. Oui, mais bon, est-ce que analyser Genalis serait intéressant? Je ne sais pas. Mais par contre, il y a un truc qui m'a fait tiquer dans ce que tu as dit, c'est quand tu as parlé du rapport à l'uniformité de la banlieue. Je vois pas trop ça dans Coraline. Je vois pas trop où est-ce que tu le vois exactement parce que ben justement, on se retrouve le cœur du film se fait dans un lieu isolé
qui a absolument rien d'uniforme, qui a rien de banal en soi, que ce soit que ce soit en ce qui concerne le lieu ou ses occupants. Et en dehors de ça, il y a genre 2 scènes maximum qui se passent effectivement dans une banlieue. Et mais c'est vraiment genre un décor que tu ne vois pas. Ah non, mais c'est un souhait. Pour moi, c'est les Jones quittent littéralement du coup cette banlieue américaine, ces suburbs, pour arriver dans ce Pink Palace qui est, oui, une couronne périurbaine complètement fantasque, mais où ils ne rêvent que d'une chose, d'une uniformité dans leur demeure. Ne pas parler aux voisins qui sortiraient trop du moule et tout, et surtout rêver de repartir où? Dans un suburb voisin pour aller acheter justement ces fournitures-là pour que Coraline rentre dans un moule où même la géographie même du Pink Palace la refuse. Et de toute façon, que ce soit chez Selick ou chez Burton, la banlieue a toujours eu quelque chose de fantasque. Dans Édouard Main d'Argent, on a quand même des maisons qui ont toutes des couleurs différentes et toutes des couleurs pastel. C'est quand même très particulier comme dispositif de banlieue américaine. On est très loin du Fabelman de Spielberg, par exemple. Et dans Wendell et Wild, justement, il y avait aussi toute cette dimension-là avec cette espèce de pseudo fête foraine bizarroïde. Ça rejoint l'idée, finalement. Et même ce Otherworld, par exemple, est quasi uniforme dans sa folie. Tous les personnages sont fous et appartiennent à un spectacle différent, il n'y a plus de rêve. Et à l'instar aussi des banlieues américaines, chaque personnage a son propre espace et n'en sort jamais. À part Coraline qui, elle, se permet de vagabonder dans les trois, les autres personnages ne se mélangent pas entre eux. C'est-à-dire qu'on va avoir dans le sous-sol ces deux voyantes qui vont rester tout le temps dans leur voyante. On ne les verra jamais ailleurs. Elles ont leur propre espace et c'est seulement là où elles peuvent évoluer. Tout comme ce cher voisin russe qui est au-dessus. Monsieur B, effectivement, qui lui habite dans, on va dire, les combles de l'appartement et finalement lui aussi n'en sort jamais. Ça rejoint cette idée de l'isolement américain, de la banlieue américaine qui ne se mélange pas, qui ne se côtoie pas. On est finalement dans un film de banlieue quand bien même la banlieue est absente, parce que elle est réduite à ce plus simple appareil, à ce microcosme de l'appartement, puisque l'appartement et donc l'immeuble, c'est quand même quelque chose de la banlieue. Et maintenant, effectivement, pour des raisons narratives évidentes, Coraline n'aurait peut-être pas pu se passer dans une ville. Je vais te rejoindre, et même au-delà d'un microcosme qui ne se mélange pas, les personnages ne pourront jamais interagir entre eux. Parce que la seule fois où les deux voyantes doivent sortir de cette banlieue, c'est uniquement parce que c'est le père de Coraline qui doit les conduire quelque part et il ne sera pas là, il ne sera jamais au rendez-vous. Et la seule fois où les personnages interagiront ensemble, ce sera dans l'appartement. Et où Monsieur B partira des combles pour finir sous l'appartement. Et ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est que finalement, là où ces personnages peuvent se rencontrer, évoluer ensemble, bah c'est dans ce monde imaginaire, ce monde fantasque, le monde derrière la porte, où là, chaque personnage est libre d'évoluer, là où il le souhaite. On va par exemple voir la fausse mère monter chez Monsieur B, etc., etc. C'est seulement dans ce monde imaginaire que les personnages peuvent se mélanger. Et encore une fois, vu que ce monde imaginaire-là est représenté comme une forme d'utopie, tant pour Coraline que pour Selick, eh ben, il y a cette idée de vouloir casser l'individualisation peut-être de la société américaine et de faire en sorte que tout le monde se rencontre dans cette utopie qui finalement n'en est pas une. Putain, je suis complètement d'accord avec toi. L'utopie de l'autre monde, c'est vraiment le communisme. On a cet antagoniste qui est particulièrement marquant, déjà ne serait-ce que graphiquement avec ce truc assez simple mais diablement efficace, des boutons cousus à la place des yeux qui donnent un côté à la fois inoffensif, on pourrait dire ça comme ça, parce que ça rappelle justement des petites poupées, et en même temps particulièrement dérangeant. Et plus le temps passe, plus tu te rends compte que cette gentillesse de façade, elle devient de plus en plus malsaine jusqu'au moment où vraiment
la, cette antagoniste, cette sorcière, justement, ne, ne cherche même plus à se cacher derrière son déguisement de fausse mère et devient difforme et particulièrement effrayante. Elle a un design qui est assez marquant et je pense qu'elle a dû faire naître quand même pas mal de traumatismes auprès d'un jeune public, je pense. Du coup, à ce traumatisme, c'est que la mère n'est plus l'actrice d'un film. C'est sa création. Tu parles de boutons qui évoquent les poupées. Coraline, c'est un film en stop motion. C'est un film de poupées animées. Et Henry Selick, via cette mère, via cette menace, nous montre juste un envers de décor. Il nous montre c'est une poupée qui s'anime dans un film où Coraline est un personnage. C'est littéralement la mère de ce qui pourrait enfanter celle qui est juste manipulée depuis le début par un réalisateur. Et en devenant cette araignée finale, elle devient une araignée. Une araignée, ça tisse d'étoiles. Et c'est avec cette soie qu'on fait la poupée. À la fin, la mère est juste celle qui crée le film, qui crée tout le décor. Sans la présence de cette mère ou en absence de sa menace, l'écran devient blanc. Comme pour nous montrer que ce mal est originel, c'est un mal quasi carpenterien. Sans elle, il n'y a plus de monde. Et quand on entre dans le film, on entre déjà dans cette domination. Je trouve qu'il y a effectivement quelque chose de très carpenterien, surtout dans la fin du film, une fin que j'aime pas beaucoup, mais je pense qu'on en reparlera. Parce que Coraline a cette espèce de, je sais pas comment appeler ça, de petite bague, on va dire, qui, quand elle est regardée dans l'œil, voit le monde en noir et blanc, à l'exception des yeux qu'elle cherche, justement. C'est un dispositif qui rappelle un certain film de Carpenter, il me semble que c'est They Live, si je me trompe pas. They Live. Oui, effectivement, mon accent anglais est horrible. Mais du coup, il y a effectivement cette dimension carpenterienne aussi sur la fin. Et justement, pour revenir sur cette notion du mal, il y a effectivement cette grande idée de mise en scène qui, moi, me fascine. C'est que quand on s'en éloigne, le monde diégétique devient blanc et s'efface. Comme une page, on va dire, vierge pour Coraline, hein. C'est finalement là où elle peut construire son monde, construire son utopie, c'est bien dans cet espace qui n'est pas encore construit, et pour autant, bah, Coraline va ne pas se rendre compte de ça, et va essayer de revenir toujours vers le monde du mal, le monde déjà construit, et finalement, elle se met en quelque sorte des boutons dans les yeux, elle s'obstrue la vue, parce que la réponse à ces problèmes était déjà là en fait, et juste elle est passée à côté. Mais c'est aussi en ça que je trouve un peu la fin du film un peu bâclée, dans le sens où il y avait moyen de conclure Coraline de plein de façons différentes. Il se trouve que ça a été fait ça a été conclu avec une espèce de chasse aux œufs un peu étrange, où l'on doit retrouver les yeux des enfants. Pourquoi ? Parce que pourquoi pas finalement, dans cette maison, comme une espèce de jeu party de cache-cache. Donc finalement une séquence de fin qui se tourne autour de 3 MacGuffin qui sont les yeux des enfants, pour au final retrouver les parents de Coraline. Enfin, ça m'a paru un peu alambiqué et pas forcément utile de conclure sur une espèce de chasse aux œufs comme ça, au sein de la maison, sachant qu'en plus c'est un peu vidéoludique dans cette façon de concevoir la fin, dans le sens où Coraline va finalement devoir affronter les 3 boss du jeu, entre guillemets, si on file la métaphore, parce qu'elle va devoir monter chez Monsieur B, qui va être transformé en espèce de monstre fait de rats, hein, et donc elle va, entre guillemets, le battre en quelques secondes, puis ensuite elle va descendre au sous-sol, où ça va être finalement pareil, à affronter le boss jusqu'à le boss final, qui va être sa fausse mère déguisée en araignée, etc. Donc c'est une fin que j'apprécie pas beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais il y a ce truc de chasse aux œufs qui est un peu tiré par les cheveux, et surtout un peu indélicat quand on connaît tout le reste très subtil de Coraline. Alors, je suis assez d'accord sur l'aspect vidéoludique, surtout au niveau de certains dialogues, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Coraline réussit à récupérer un de ses MacGuffin, justement, dans ce climax, il y a un des esprits qui est lié à justement ce MacGuffin, qui vient faire son petit commentaire et qui fait genre vraiment petit commentaire en mode jeu vidéo, justement, en mode
Ah, c'est bien, tu as réussi cette partie de la quête, mais dépêche-toi vite parce que le temps est bientôt écoulé, tu vois. Ça, j'avoue, ça m'a fait tiquer un petit peu en me disant, ça serait typiquement un truc qui serait repris textuellement si on avait fait un jeu vidéo Coraline. Et, euh, et en même temps, j'aime bien aussi moi personnellement, j'aime beaucoup ce climax. Je le trouve assez sympa au sens justement où tu te retrouves face à une menace qui est quasi inévitable. C'est-à-dire que vraiment la, cette sorcière est beaucoup trop puissante au point où elle n'a même pas eu besoin de se faire remarquer en sortant de son monde pour réussir à enlever les parents de Coraline. Et tu te rends vraiment compte que là, elle a beau être, t'as notre protagoniste qui est dos au mur, elle ne peut rien faire. Et du coup, il fallait trouver une faiblesse. Et la faiblesse, en l'occurrence, c'est que le personnage de la sorcière aime les jeux. Et oui, ça peut paraître un peu facile en fonction de comment on voit la chose. Mais justement, moi, je vois ça comme quelque chose d'assez malin parce que justement, on a une menace qui est naturellement impossible à battre et du coup, faire jouer une sorte d'orgueil un peu en mode le personnage adore jouer avec sa proie un peu comme un chat avec une souris, c'est assez malin. Bah, je vais rebondir là-dessus, mais c'est une fin qui me plaît particulièrement. Parce que le climax fait tout ce que ne fait pas le film. Comme tu le dis, Hugo, le film est subtil, le film crée une histoire, et j'apprécie un film lorsqu'il renouvelle sa forme. À la fin de Coraline, l'histoire est finie, il ne reste plus que le mal. Et le mal, qu'est-ce que c'est? Le mal, il te conduit. Donc, quand Coraline Jones décide de retourner dans notre monde pour effacer les victimes et se donner bonne conscience, parce que Coraline, comme tu le dis, et comme la mère le dit, ben, les deux sont des personnages emplis d'orgueil. Et Coraline, pour se donner bonne conscience, va décider d'effacer le mal et de pas réussir. Oui, c'est toujours une question de temporalité, oui. Comme tu le dis, ça fait vidéoludique, mais à partir d'un moment où le monde n'existe plus, où le temps n'existe plus, il ne reste plus que le déterminisme. Donc par définition, une action vidéoludique à l'écran. Coraline n'est quasi même plus gouvernée par son propre corps. Elle est gouvernée par une quête qu'elle incarne. Et voilà. Et elle doit effacer son propre tournage. Oui, de ce point de vue-là, effectivement, je peux tout à fait comprendre cette idée de Coraline qui se retrouve guidée par le mal. Euh, mais justement, il y avait aussi cette idée que Coraline, c'est un personnage qui a exprimé pendant tout le film ce besoin, cette envie de jouer avec ses parents et justement de se reconnecter avec eux. Et ça va se faire aussi justement avec la fausse mère dans un premier temps, qui va par exemple lui proposer une partie de cache-cache. Et Coraline est très comment dire, joyeuse à l'idée de pouvoir faire un cache-cache avec ses parents, enfin du moins avec ses faux parents. Et qu'est-ce qui se passe dans ce climax? Bah, c'est justement ça, l'enjeu, c'est que ses parents sont cachés dans la maison, elle doit les retrouver. Donc finalement, il y a cette partie de cache-cache qui se lance. Le souci étant, c'est que pour moi, l'idée de retrouver ces petits, ces yeux des enfants qui étaient là avant elle, annule un peu cette idée du cache-cache avec les parents, dans le sens où finalement les parents, elle va les retrouver d'une manière un peu miraculeuse dans une espèce de boule à neige, alors que justement, cette idée de se faire guider par le mal aurait très bien pu rester si l'enjeu était juste de retrouver les parents quelque part cachés dans la maison. En fait, je vois pas Mais je suis pas l'intérêt d'accord de... avec toi. Perso, je vois pas l'intérêt, mais tu vas m'expliquer du coup. Parce que quand tu parles de miracle, tu parles du Deus Ex Machina. Et que malheureusement, bah, les boules à neige, c'est le fusil de Tchekhov du film. La première mission de Coraline dans l'appartement, c'est de ranger les boules à neige. Elle n'a pas envie de le faire. Elle veut jouer avec ses parents, mais elle doit être contrainte par l'autorité parentale de les ranger, ces boules à neige. Pour ensuite devoir jouer, et malheureusement, il pleut. Quand tu arrives dans notre monde, il pleut. Elle doit jouer et elle ne doit pas ranger de choses. Elle doit jouer pour aller se coucher après
C'est un acte, premier acte manqué du film, elle décide de s'endormir et elle rentre chez ses parents. Quand elle doit rentrer dans l'autre monde, elle doit faire du rangement parce qu'elle doit trouver j'allais dire les œufs des enfants, mais non, les yeux des enfants. Et ensuite, ça aurait été plus simple de prendre la porte et de récupérer ses parents. Mais il faut qu'elle assume ce qu'elle a fait au début. Faut qu'elle dérange la maison maintenant. Et ses parents, ils sont où de la boule à neige? Évidemment. Je m'incline. Oui, non, effectivement. Bah, vous l'avez compris, Coraline est un film qui nous divise mais qui nous unit dans sa reconnaissance. C'est un film amplement fignolé, amplement maîtrisé par Henry Selick, nous racontant aussi une autre version de nous-mêmes. Allez voir ce Substance en salle. Et on se dit à la prochaine pour une autre critique débat et une autre critique rétro. C'était Joe, Arline et Hugo. Salut à tous. Salut. Salut!